Bonjour à tous et bienvenue sur ce festival Web3 organisé par Lyon. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Camille pour notre premier webinaire de ce festival. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat pour nous dire que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que tout fonctionne et qu'on va passer un bon moment ensemble. Ce webinaire va durer jusqu'à environ 13 heures. Le but, c'est vraiment c'est le premier rendez-vous, donc ça va être très généraliste, de décrypter pour vous le vrai du faux sur le sujet du Web3. Voilà, on aura plein de questions à poser à Camille. Nous, on a déjà préparé quelques questions qui nous paraissaient intéressantes d'aborder, mais n'hésitez pas, vous également, à poser vos questions dans le chat. On réservera aussi 10 minutes à la fin pour y répondre. Et si les questions s'y prêtent au moment donné, on n'hésitera pas également à les partager à Camille qui y répondra avec plaisir. Alors Camille, c'est une ancienne lionne. Elle a fait la promotion 2019 des Lions du Samedi, ou c'est les Lions du Samedi, oui c'est ça. Ambassadrice de Lyon et surtout cofondatrice d'Exalab, anciennement Bloxlab 42, du coup qui a changé de nom récemment si je ne me trompe pas, qui est un studio tech spécialisé en Web3 qui aide les entrepreneurs qui aide les entrepreneurs et les marques également à construire la partie tech de leur projet blockchain. Donc Camille nous en dira un petit peu plus sur ce sujet et je pense qu'elle se décrira et se définira mieux que je ne le fais en quelques mots, mais elle pourra vous en dire beaucoup plus. En tout cas, merci beaucoup Camille d'être avec nous pour démystifier cet univers Web3 qui peut-être pour certains est tout nouveau, peut-être que pour d'autres vous êtes déjà plus acculturés sur ce sujet, mais merci beaucoup Camille d'être avec nous. Super intro, merci Zoé, c'est vraiment super gentil. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et merci à Lyon pour l'invitation. Ravie d'être avec toi. Peut-être, vous avez donc sur Livestorm, pour récapituler, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, vous avez donc normalement, vous voyez bien mon écran avec un partage de supports, de slides pour vous présenter rapidement Lyon. Peut-être parce que certains ne connaissent pas Lyon. Alors, je vais, avant de rentrer dans le vif du sujet, très brièvement présenter Lyon. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, donc Lyon, on est une école de formation. On est l'école de l'avant-garde. On dit l'avant-garde parce que nous, notre objectif et notre mission, finalement, c'est d'accompagner chaque collaborateur et chaque personne à adopter les états d'esprit et les bons outils pour s'épanouir dans son job, dans son travail, et finalement s'assurer que chacun s'assure de son employabilité à vie, puisque finalement, le meilleur moyen d'être épanoui et d'être employable, c'est de mettre à jour ses connaissances et d'être en veille permanente sur les nouveaux sujets et sur ce qui peut finalement les métiers et les enjeux du monde de demain. Donc c'est notre mission sur Lyon, sur notre école Lyon. Et pourquoi on s'est intéressé au sujet du Web3 ? Je pense comme vous, c'est la curiosité avant tout. C'est parce qu'on sait que c'est un sujet qui a déjà émergé il y a quelques années, plutôt quelques mois, on va dire, à plus grande échelle. Mais forcément, comme vous, on s'est posé plein de questions, on a fait plein de recherches, on a questionné beaucoup de personnes. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en questionnant des alumni ou des personnes qui sont dans notre entourage, beaucoup se sentaient noyés sous l'information et ne savaient pas forcément par où commencer. Il y avait beaucoup de personnes qui nous disaient que voilà, ils avaient accès à plein de ressources, mais qui savaient pas lesquelles étaient forcément les plus fiables. Et finalement, ils avaient envie de rentrer dans le concret et de se dire bon ben, ça paraît flou encore pour moi, donc comment je fais pour pouvoir avoir une meilleure compréhension et finalement me dire comment ça peut me servir dans mon quotidien, dans mon job. Et c'est ce qu'on va voir déjà avec Camille. Mais c'est la raison pour laquelle on a aussi monté une formation chez Lyon, qui s'appelle le Web3 et moi, qui est une formation en 4 sessions en présentiel. Donc on pourra vous en dire plus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous mettre un message dans le chat ou à répondre au sondage pour qu'on puisse en parler ensemble. Je vous mettrai le lien qui redirige vers cette formation également, beaucoup plus concrète. Mais là, on avait envie de vous donner un aperçu grâce à ce festival déjà et de permettre une acculturation au plus grand nombre. Donc voilà pour cette première introduction de Lyon. Peut-être Camille, tu veux dire un mot également du coup sur Exalabs, pardon, parce que du coup le nom a changé. Désolée pour la slide, et te présenter un petit peu pour tout le monde.
Yes, merci Zoé. Bon, déjà, un petit mot sur Lyon. Moi, je l'ai fait en 2019 et c'est super. Vraiment, toujours un contenu formidable. Donc voilà, je suis pas rémunérée pour ça, mais vraiment, allez-y, les yeux fermés, c'est une formation au top. Moi, en tout cas, ça a changé ma vision des startups et en partie ma vie. Donc voilà, petit aparté. Sinon, sur moi, moi, je suis cofondatrice d'Exalabs. Comme l'a dit Zoé, c'est une agence tech qui aide les entrepreneurs et les marques à entrer dans le Web3. On va détailler ce que c'est le Web3 et qu'est-ce que concrètement nous on fait. C'est de l'accompagnement en termes de formation, mais surtout d'accompagnement stratégique, de conseils, et puis surtout du développement web et blockchain, et avec un peu d'audit. Donc on est vraiment sur toute la phase de construction du Web3 en fait. Voilà. Et moi, j'ai une formation à la base de marketing et gestion à Dauphine, et j'ai été product manager, consultante pendant quelques années. Et voilà, et on a construit le Blox Lab, l'Exalabs, il y a 1 an maintenant. Voilà. Super. Et par curiosité, le changement de nom, c'est venu de d'où? Comment vous avez eu envie de changer de Ah, nom? il y a beaucoup de raisons, mais principalement, comme beaucoup de jeunes startups, on a des problèmes de droit avec les noms, déjà. Et puis Exa, ça veut dire 6. On est 6 cofondateurs. Super. Voilà, on avait une histoire un peu avec l'Hexagone. Ça représente aussi la France. Et on est ravis que la France puisse peut-être devenir le hub des cryptoactifs, comme l'a dit notre cher ministre de l'économie lundi. Donc voilà, c'était un peu tout ça. Donc c'est Exalabs maintenant. Ok, super. Bah, merci beaucoup Camille pour cette introduction et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec déjà une première question qui reste très généraliste. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être en quelques mots qu'est-ce que le Web3 et finalement, est-ce qu'on peut parler d'une révolution? Est-ce que toi, en tout cas, tu utilises ce terme-là? Alors, peut-être je vais commencer par expliquer ce que c'est le Web3. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire, si jamais j'utilise des mots que vous ne comprenez pas, à me couper. J'essaye de vulgariser, mais parfois j'ai un peu de mal. Du coup, n'hésitez pas vraiment à m'interrompre, et je sais que Zoé le fera également. Et de toute façon, vous aurez un récap avec les grandes définitions, les ressources et tout ça. Mais du coup, le Web3, en une phrase déjà, qu'est-ce que c'est pour moi? Parce que c'est en cours de construction, donc c'est très difficile quand même de définir. Mais pour moi, c'est un web décentralisé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les utilisateurs du web sont propriétaires de leurs données. Les données aujourd'hui dans le web, c'est quoi? C'est mes données, qui je suis. Donc, quand je me connecte actuellement sur des sites avec mon adresse email, avec mon compte Facebook, c'est les données d'utilisation. Je suis allée sur telle ou telle page, j'y suis restée tant de temps, etc. Et c'est les données de production. Qu'est-ce que je produis sur Internet? Moi, par exemple, je suis sur Instagram, eh ben, je poste, je like, je connecte avec des gens. Voilà. Donc, en gros, le Web3, tout simplement, pour moi, c'est le web du futur, le web qu'on est en train de construire, où les utilisateurs du numérique sont propriétaires de leurs données. Voilà, j'espère que déjà c'est un peu clair comme ça. Alors bien sûr, il y a énormément de choses à dire dessus. On peut revenir un petit peu aussi sur l'histoire, pourquoi on dit Web3. Le Web3, vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est la suite du Web 1, du Web 2 et du Web 2. Le Web 1, en gros, il faut imaginer, c'est des années 80 aux années 2000. C'est un web où on consulte les données sur le web. Donc, typiquement, c'est Yahoo, Google, voilà. On utilise, on consulte les données. Donc, il y a beaucoup de gens qui lisent le web et peu de gens qui produisent du contenu dessus. Ensuite, à partir des années 2000, et notamment avec les réseaux sociaux, les blogs, mais aussi Wikipédia, maintenant, les utilisateurs peuvent consulter du contenu, mais aussi produire du contenu. Ça s'est démocratisé notamment aussi avec un meilleur accès à Internet, les téléphones mobiles également, mais surtout les réseaux sociaux. Donc, produire du contenu, on l'a dit, ça peut être des photos, du texte, etc. Et puis le Web3, du coup, c'est pouvoir lire le web, produire du contenu sur le web et rester propriétaire du contenu sur le web. Voilà. Hmm. Et ça, on va dire que c'est en train d'être construit depuis les années 2020, mais on en est vraiment au tout début. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair, Web 1, Web 2, Web 3. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Super. Et alors, en quoi c'est une révolution? Ouais, Excuse-moi. oui, ouais, sur la deuxième partie, effectivement. Effectivement, désolée, je suis revenue un peu au début. Non, mais c'est bien, c'est bien. En quoi c'est une révolution? Ben, en fait, c'est si on vient du web 2, donc le web dans lequel on est encore actuellement, en fait, on est tous conscients qu'il y a un problème. Après, est-ce qu'il est grave ou pas? Ça dépend des convictions de chacun. Mais le problème, c'est la centralisation des données. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de Facebook, euh, Facebook a toutes mes données. Si je veux même savoir ce qu'ils ont sur moi comme données, c'est pas très clair. Forcément, je vais galérer pour avoir ce qu'ils ont. On sait très bien qu'ils les vendent. Puisque mon service est gratuit, et donc ils vendent ça à des sociétés pour de la publicité. Et on est d'accord avec ça, sauf qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils vendent. En fait, tout ça est un peu opaque. Et puis surtout, bon, alors en utilisant Facebook, c'est comme si j'avais donné mon accord. Mais finalement, moi, j'ai envie d'être propriétaire, en fait, de ce que je fais et savoir qui les utilise, comment, pourquoi. Et puis, si je veux potentiellement les monétiser, pourquoi pas? Si par exemple, je poste une photo de mes vacances que je trouve magnifique, je reste très réseaux sociaux, mais on va voir que ça va au-delà. Et ben, j'ai envie en fait d'avoir les droits sur cette photo. Là, pour le Mmh. moment, clairement, elle est dans les bases de données Facebook. En fait, elle est sur Amazon Web Services. Et en fait, elle ne m'appartient pas, cette photo. Et d'ailleurs, rien ne m'appartient, ni mes contacts, ni les likes que j'ai. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont eu leur compte Instagram ou Facebook bloqué le savent. On est vraiment démunis, en fait, parce que ça ne nous appartient pas. Et donc, il y a quand même un problème par rapport à ça. Donc l'idée, ce serait qu'on soit propriétaire de tout ça, propriétaire, donc, comme on l'a dit, de toutes ces données. Et ça va permettre quoi? Ben, ça va permettre déjà, si jamais il y a un bug sur une interface, ben, qu'en fait, on ait l'interopérabilité. Donc, en fait, si ben, Facebook me bloque, ben, en fait, je vais ailleurs avec tout, mes listes de contacts, Mmh. mes données, mes likes, tout ce qu'on veut, en fait. Donc, c'est une révolution parce qu'on devient propriétaire de ce qu'on fait. Là, j'ai pris l'exemple des réseaux sociaux, mais en fait, ça va partout ailleurs. En fait, tout ça, c'est lié aussi à la création d'une identité numérique. Donc l'identité numérique, elle va être, enfin, on pense très probablement, elle va être dans ce qu'on appelle un wallet, un portefeuille numérique, qui sera sur la blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est ce que j'allais te poser. Est-ce que tu peux démystifier aussi le terme blockchain pour ceux qui peut-être ne connaissent pas en quelques mots? La blockchain, moi, je le définirais comme une base de données décentralisée et sécurisée. Donc, décentralisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle n'appartient à personne et à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, la base de données, elle est partout dans le monde. Elle est sur plusieurs ordinateurs, on va simplifier. Et elle est très sécurisée, elle est cryptée. Donc ça veut dire que personne ne peut modifier l'historique. Voilà, c'est vraiment comme un registre en fait non modifiable. Et aussi, elle est ouverte à tous. C'est-à-dire que tout le monde, s'il respecte ce qui est possible dans la blockchain, peut écrire dessus. Voilà, donc c'est une base de données ouverte à tous, inviolable et qui n'est possédée par personne vraiment. Voilà. Enfin, Mmh. après, on pourra revenir dessus. Mais... Voilà. Et donc, du coup, grâce à la blockchain et grâce aux NFT qui ont été mis en lumière récemment, mais qui sont arrivés vers 2015-2017, en fait, on peut créer de la rareté dans le numérique. Et ça, c'est une révolution. Et c'est ça qui va apporter le Web3. Donc, la rareté dans le numérique, c'est quoi? En fait, il faut imaginer que euh, quand on va sur un site internet, en fait, on n'accède pas au site internet en tant que tel. En fait, on accède à une copie du site internet. En fait, le numérique n'est qu'un ensemble de copies. Tout est copié à l'infini. C'est ça le principe du numérique. Et donc, la notion de rareté, d'unicité de quelque chose ne pouvait pas être prouvée. Et en fait, les NFT, ça permet ça, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, les NFT, ça permet d'associer un numéro de série unique à un actif digital. Et après, ça peut être relié à du numérique. Et en fait, ça, c'est une révolution. Ça Mmh. n'avait jamais été fait avant, apporter de l'unicité dans le numérique. OK, su Euh, ouais. super clair. Du coup, en fait, si effectivement, c'est ce que tu disais, c'est que la différence aussi entre Web 2, Web 3 et Web 1, c'est que finalement le pouvoir, il est vraiment redonné à l'utilisateur et redonner la plus de confiance et que ce soit l'utilisateur qui soit maître de ses données et de tout ça, si je comprends bien. Complètement. Après, Donc ça a des avantages.
Évidemment, enfin, on en a parlé, ça a aussi des inconvénients d'être propriétaire de ces données. Parce que ça veut dire, enfin, si on utilise la blockchain, alors voilà, il y a plein d'évolutions, mais au jour d'aujourd'hui, l'utilisation simple, c'est grâce à mon portefeuille numérique, grâce à mon wallet, je détiens, qui est donc mon identité numérique, je détiens mes données sur Internet. Sauf que si je les détiens, ça veut vraiment dire que si je perds mon mot de passe, eh bien, là, elles sont vraiment perdues, perdues. Ils m'appartiennent plus du tout. Je peux pas recourir, je peux pas aller voir le service client et dire: «Ah, au fait, j'ai un problème, il faut me rendre mes données». Donc, qui dit propriété de ces données, dit quand même responsabilité de ces données. Ouais. Mmh. Et tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui. Ben, moi, je perds souvent mes mots de passe. Je veux dire, il y a un moment, il y a beaucoup de choses à faire pour rendre l'utilisation d'un wallet ou du Web3 beaucoup plus simple et sécurisé et permettre quand même d'avoir des logiques de récupération, etc. Ça va être un travail Et de long terme. oui, 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 mais là, on en est vraiment au tout, tout, tout début. Mmh. En fait, maintenant, enfin, c'est assez, je dirais pas compliqué, mais quand même, c'est douloureux de rentrer dans le monde crypto aujourd'hui. Mais ça le sera de moins en moins. Enfin, ça évolue à une vitesse folle. Mais là, c'est vrai que c'est pas facile. Ouais. Et dernière petite question du coup sur cette introduction, qui était très claire. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, sur les termes utilisés. Et moi souvent ce qu'on m'avait dit quand justement on s'interrogeait sur ces thématiques-là, c'est souvent: «Ah non mais moi ça me concerne pas, ça m'intéresse pas du tout». Est-ce que pour toi, en fait, tout le monde devrait effectivement se sentir concerné, par, le Web3, parce que aujourd'hui, c'est les prémices, mais ça va avoir un impact potentiel sur le futur. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces gens-là, qui disent que finalement ça ne les concerne pas? Moi, je travaille dans le Web3, donc forcément, ça me concerne et je pense que toutes les personnes déjà qui travaillent dans le web devraient s'y intéresser, là, pour le coup. Mais au-delà de ça, après, ça dépend de chacun. En fait, moi, je pense, voilà, c'est ma conviction, que ça va concerner tous les utilisateurs d'internet. Donc, bon, je pense que, voilà, chez Lina, on utilise tous internet. Après, ça ne concerne pas, du coup, toute la population, hein, du monde. On sait bien qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas internet. Mais bon, c'est une révolution qui va quand même être majeure. Alors pourquoi ça va concerner tous les utilisateurs d'Internet? Bah, parce que comme je l'ai dit, en fait, on aura probablement une identité numérique sur Internet, un peu comme France Connect, vous voyez, qui vous permet de vous connecter à plusieurs sites, un peu comme le fait Facebook, sauf que là, ce ne sera pas détenu par l'État ou par Facebook, ce sera vraiment détenu par vous. C'est juste incroyable. Et vous pourrez décider de ce que vous laissez, en fait, à chaque site comme information. Voilà, ben, par exemple, je veux laisser sur tel site, ben, typiquement mes contacts, sur tel autre site, mon âge et mon adresse. Voilà, et donc je pourrais vraiment maîtriser mes données. Donc, Mmh. donc là-dessus, ça va vraiment concerner tout le monde. Après, c'est vrai que ça concerne encore plus les gens qui travaillent dans la tech et dans le web. Et ça concerne, bah, pourquoi ça va les concerner? Bah, déjà parce que probablement que leurs activités, en fait, les boîtes dans lesquelles ils travaillent, vont être concernées. Enfin, aujourd'hui, c'est même impossible de comptabiliser, mais enfin, moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas une seule grande entreprise en France, même une moyenne entreprise, qui n'a pas réfléchi, en tout cas, qui ne s'est pas posé la question du Web3 aujourd'hui. Alors après, Totalement. il y a plein de limites, il y a beaucoup de contraintes et tout le monde n'y va pas. Mais en tout cas, enfin, voilà, imaginez le CAC 40, c'est sûr, ils sont en train de faire des POC dans tous les sens. Des POC, donc des proof of concept, des tests, des prototypes, pour tester des idées. Et donc oui, c'est quelque chose qui arrivera dans le futur. Donc là-dessus, tout le monde va être concerné. Et après, bah, enfin les marques, les entreprises, que ce soit côté relation client, en fait. Bah là, aujourd'hui, par exemple, via des collections de NFT, vous avez peut-être entendu les collections de Lacoste, Monoprix, Etam, mais aussi Disney, en fait, donc, qui lancent en gros des ventes aux enchères de NFT qui peuvent être reliées à des images ou peu importe, des vidéos, autre chose. Et en fait, ces NFT donnent des avantages exclusifs à ces propriétaires de NFT. Par exemple, les avantages exclusifs, ça peut être 6 mois d'abonnement à Disney+, ça peut être les participations à des events VIP privés comme les avant-premières, ça peut être l'accès à certains
certaines marchandises, par exemple pour Etam en particulier. Ça peut être l'accès à des stars avec lesquelles les marques peuvent faire des partenariats. En fait, ça change complètement. Enfin, pour moi, là où je suis persuadée que ça va aller beaucoup, c'est dans le rapport entre les marques et leurs clients. Pourquoi justement parce qu'il y a cette nouvelle identité numérique. Ça, c'est excellent. Les marques, avant, elles avaient votre identité sur en plus, très souvent, vous le voyez encore, sur des fiches papier avec potentiellement votre adresse email qu'elles retapaient à la main et avec des fautes. Et on vous envoie des invitations pour les soldes 2 jours avant. Enfin, ça, c'était pas très intéressant en termes de relations clients, en termes de relations clients avec les clients numériques. Et là, en fait, ça donne aux marques la possibilité de toucher les clients sur leur activité numérique. Et d'être beaucoup plus personnalisé, j'imagine, également. Beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus adapté, beaucoup plus dans la communauté, parce qu'en fait, une relation par mail, ça ne te permet pas non plus d'avoir une relation de proximité, et ça ne permet pas non plus, par exemple, moi, si je suis fan d'Etam, par exemple, ça ne permet pas de me sentir fan de cette marque avec d'autres fans, ou en tout cas utilisatrices, avec d'autres personnes qui aussi admirent ou ont envie de s'intégrer dans les marques. Il y a d'ailleurs des marques, du coup, via les NFT, qui proposent du coup des accès dans des espaces un peu comme Slack, pour ceux qui ne connaissent pas, des messageries, voilà, comme Discord, et qui permettent en fait aux gens qui sont fans d'une même marque de se regrouper, de parler entre eux, d'échanger et en fait de créer une communauté de marques. Et ça, ça n'avait pas été fait avant les NFT. Alors, ça ne voulait pas dire que c'était impossible, mais en fait, les NFT donnent une raison à ça, donnent une possibilité, du coup, sur le web, après, de faire plein de choses. Et ça, pour moi, c'est un changement de paradigme énorme sur les marques. Il y a une question. Oui, justement, pour revenir dessus, en plus, ça fait effectivement le lien aussi avec ma question suivante. Il y a pas mal, en tout cas, dans les préjugés qu'il peut y avoir, on a aussi souvent oui, non, mais de toute façon, le Web3, c'est un effet de mode, ça va passer et c'est tout. Et ça fait le lien avec la question de Pierre, qui nous pose la question de finalement, est-ce que le Web3, il va devenir une norme et purement et simplement remplacer le Web2, ou est-ce que finalement les deux webs vont cohabiter? Qu'est-ce que tu pourrais répondre sur ces questions-là? Je lance mes propres paris, hein. Justement, ça sera bien de revoir le replay dans quelques quelques mois, quelques années. Carrément. Moi, j'ai fait des paris déjà avec des amis en leur disant qu'on serait 50% de notre groupe d'amis dans un an à posséder des NFT, mais bon, on n'y est pas encore. À voir, je lance les paris. Alors, est-ce que le Web3 va devenir une norme? Une norme obligatoire et 100% partout, sûrement pas. De toute façon, même le web aujourd'hui n'est même pas encore une norme. On n'est pas obligé de payer ses impôts en ligne encore, je crois, ou alors peut-être ça vient d'arriver. Mais donc, est-ce que le Web3 va devenir une norme? Déjà, ce ne sera qu'une portion du web, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça va remplacer le Web 2? Non. Nous, par exemple, en tant que blockchain et web développeur, on s'en rend bien compte quand on crée des applications Web 3. En fait, 80% de ce qu'on fait, c'est du Web 2, c'est-à-dire c'est toujours de l'interface, c'est toujours de l'expérience client. Enfin, en fait, je veux dire, le côté consultation et production du contenu va rester. C'est juste une couche par-dessus. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est à la consultation, à la production de contenu, la possession du contenu. Voilà. Pour moi, c'est juste une couche en plus. Donc, pour répondre à ta question, ça ne va pas remplacer le Web 2, mais ça va cohabiter, enfin même ça va s'intégrer, en fait, je dirais. Tout comme le Web 2 s'était construit avec le Web 1. Et est-ce que c'est un effet de mode? C'est un peu comme la crypto également. En 2021, j'avais regardé, il y avait 5% des Français qui possédaient de la crypto-monnaie. En 2022, on est 8%, en tout cas début là. C'est déjà, c'est pas beaucoup, c'est en évolution. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est combien il y a de personnes qui possèdent des NFT, puisque le rapport avec le Web3, c'est aussi l'unicité sur le web, donc les NFT. Et là, apparemment, on est à moins de 1%. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir dans les commentaires si vous pouvez mettre si vous possédez des NFT. Vous n'êtes pas obligé de dire quelle collection, combien il vaut, mais voilà, je suis intéressée de savoir si vous en avez. Ah, cool! Il y en a plein en fait.
On pourrait répondre à ton sondage, Zoé, pour savoir un peu quel est le profil des auditeurs. Totalement. Vous avez des sondages, donc vous avez l'onglet questions chat et vous avez un onglet sondage. Donc n'hésitez pas à y répondre. Je vais rajouter également au fur et à mesure des questions, notamment sur justement également les cryptos. Donc voilà, n'hésitez pas également. Mais c'est intéressant aussi de voir dans le chat le profil. Euh, Ah, Effectivement, il y a c'est un peu bien. de tout au final. Alors, bah, donc, je me permets de passer à la question suivante. Euh, Justement, il y a quand même encore, vu que c'est les prémices, c'est le début. Donc, c'est parfois un petit peu compliqué en tant qu'utilisateur d'Internet ou même juste, euh, même pour certaines marques, de se dire finalement, est-ce que le Web3, je suis prêt à embarquer dessus? Est-ce que c'est pas encore un peu mystique pour moi? Est-ce que enfin, ça fait peur encore quand même? Euh, et finalement, moi, ma question, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que n'importe qui peut, avec un petit peu de travail, de recherche et voilà, de lecture, peut finalement, ben, c'est ouvert à tous et finalement, tout le monde peut prendre part dans ce projet-là. Et ça peut faire écho avec la question de Jean, euh, comment on peut embarquer tous les utilisateurs sur le Web3 et finalement que le Web3 il devienne mainstream sur, bah, alors, pas aujourd'hui même, je pense, mais peut-être sur le long terme. C'est une très bonne question. Alors déjà, comme on l'a dit, il y a toujours une partie du monde qui n'est pas concernée encore parce qu'il n'y a pas d'accès à Internet. Mais pour le reste, pour tous ceux qui ont accès à Internet, ça peut se faire. Après, la question, effectivement, c'est en combien de temps? C'est comment les gens vont y arriver? Il y a plusieurs hypothèses. On peut imaginer que des grands acteurs du Web 2, pour ne pas citer Facebook, Meta, embarquent le monde dedans. Parce qu'en fait, c'est ça le plus simple. Voilà, ils ont déjà 1 milliard d'utilisateurs. Si Facebook se met à faire ça, c'est déjà un début. Alors, il faut savoir que si c'est Facebook qui le lance, ce ne sera pas une blockchain publique. Voilà, donc ce sera toujours Facebook propriétaire. Donc, Ça n'a pas mais vraiment une vraie. non, c'est pas le Web 3 au sens, on va dire, pur et philosophique du terme. Mais moi, contrairement à de nombreux collègues, je pense que c'est quand même une étape qui va emmener justement ce milliard d'utilisateurs vers le Web 3. En fait, au début, à mon avis, on va y aller via Facebook, par exemple, via Meta. Et puis en fait, après, on va se rendre compte qu'il y avait une douille et on va faire ailleurs et on aura compris comment fonctionnait tout ça, on se sera un peu rassuré, on aura aussi trouvé des failles en termes du UX, en termes de compréhension des outils, de l'utilisation, on aura beaucoup évolué. Moi, voilà, moi je pense qu'en fait, il ne faut pas du tout rejeter le Web 2 et les grands acteurs. En fait, à mon avis, c'est même eux, d'ailleurs on le voit, Qui vont faire qui la vont nous y passation. emmener. Ouais, voilà, je pense. Voilà. Après, est-ce que ça deviendra mainstream? Moi, je me disais au point où, je ne sais pas moi, mes parents utilisent le Web3 en termes de temps, je ne sais pas trop. Hein. Parfois, je me dis que ça peut aller vite et que ça peut être en 5 ans si Meta s'y met, machin. Ou ça peut peut-être prendre 10 ans si on a la législation qui ralentit, des gros problèmes économiques. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses. Voilà. Après, est-ce que c'est ouvert à tous? Ben oui, quand même, je pense. Alors moi, j'ai une petite question personnelle. Toi, à titre indicatif, Camille, ça fait combien de temps que justement tu t'intéresses, tu te renseignes sur ces sujets-là? Moi, ça fait 1 an et demi. C'est Ok, pas, c'est pas non plus extrêmement long, mais tout va très très vite dans ce monde-là. Voilà. super. Et alors, une petite question de Sandrine, et puis après, on passe à la suivante. Euh, Doit-on attendre finalement de se prendre une douille par Meta ou par d'autres? Ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives que tu recommandes? Bah, la douille, pour moi, c'est un peu comme les monnaies d'État, là, les monnaies numériques d'État, l'euro numérique, tout ça. C'est dans le fait de faire croire aux gens qu'ils utilisent des actifs décentralisés, alors qu'en fait, c'est centralisé. C'est en ça que j'utilisais le mot douille. Mais en fait, à partir du moment où on le sait, c'est pas grave, on peut quand même l'utiliser. C'est juste qu'il faut.
enfin, pour moi, c'est juste une sorte de tremplin pour après passer vers du décentralisé. Voilà, pour moi, hein, Ouais, OK. et Très clair. Alors je réponds enfin je me permets aussi, est-ce que pour continuer sur la transition, vu qu'on parlait de la transition entre Web 2, Web 3, Perry nous demande si finalement les grands acteurs du Web 2 n'ont pas plutôt intérêt à freiner finalement l'arrivée du Web 3? Ou est-ce que pour eux c'est finalement ils savent que c'est inévitable aussi et du coup ils ont un intérêt à jouer un rôle dans cette arrivée-là et se positionner aussi peut-être sur le Web 3? Qu'est-ce que tu en penses sur cette, question-là? bah, c'est une très bonne question. Bah, l'exemple de Meta montre bien qu'eux, ils ont choisi en tout cas de ne pas le freiner, mais au contraire de le lancer. Enfin, on vient d'en parler. Après, les autres acteurs des GAFAM n'ont pas encore pris tellement position, mais, mais je vois pas comment ils pourraient freiner vraiment, en fait. En fait, plus ils en parlent, plus on va monter dessus, je pense. Après c'est vrai que, enfin, je sais pas trop là, pour répondre à cette question. Je serais ravie d'ailleurs s'il y en a qui ont des idées. Est-ce que les acteurs du Web 2 n'ont pas intérêt à freiner? Bah, je sais pas trop. Moi, je vois Meta qui y va, donc lui, il a trouvé son intérêt à y aller. Après, voilà. Super, ça c'est un point qu'on creusera du coup, sûrement, n'hésitez pas aussi si vous avez, votre avis sur le sujet à les mettre dans le chat, ça peut être intéressant de rebondir, là-dessus. Il y a aussi souvent alors là on bascule sur le sujet des NFT, mais il y avait souvent aussi des personnes dans les interviews qu'on a pu, réaliser qui, qui ont une vision aussi très négative du Web3, des NFT, des cryptos, de tout ça. Et l'un des premiers arguments quand même que j'ai récolté, et c'est vraiment une vraie quote, c'est un vrai verbatim, c'était les NFT finalement, ça sert qu'à créer une bulle spéculative. Est-ce que tu peux, vrai, faux, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux nous émettre ton avis sur le sujet? Non, mais c'est tout à fait légitime de poser cette question. Déjà, peut-être vous avez vu passer ce graphique sur les réseaux. Il faut voir là où on en est dans l'histoire, en fait. L'adoption de la blockchain aujourd'hui, enfin en tout cas en 2020, elle était à peu près au niveau de l'adoption d'Internet en termes d'utilisateurs, de fréquence d'utilisation, etc. Au niveau d'Internet en 1997. Donc, en 1997, Internet, on n'avait pas encore, comment dire, on n'avait pas Internet tout le temps, on ne pouvait pas téléphoner, avoir Internet. Enfin, je veux dire, il y avait très peu de gens qui avaient même des ordinateurs. Donc, en fait, comment expliquer? On en est vraiment au tout début de quelque chose qui peut être grand, parce que pour le moment, la courbe suit la courbe d'adoption d'Internet. C'est aussi pour ça qu'on fait cette comparaison. Donc, aujourd'hui, les NFT et les crypto-monnaies, c'est ultra spéculatif. On voit bien les cours augmentent très vite et chutent très vite. Ça, c'est clair. Maintenant, les raisons, elles sont multiples de tout ça. Enfin, là, je vais parler plutôt des crypto-monnaies. Après, je vais revenir sur les NFT parce que c'est un peu Ouais. mieux. Sur les crypto-monnaies, enfin, moi, mon avis dessus, c'est que en fait, c'est très spéculatif parce que c'est encore jeune, c'est pas encore tout à fait testé. Donc, en gros, dès qu'il y a une attaque, dès qu'il y a un début de faille de quelque chose, bah forcément, la confiance chute et il n'y a pas de parachute en fait. Là, vraiment, justement, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire dans la blockchain, il n'y a pas ah ben on va recréer de la monnaie. Non, c'est vraiment juste l'offre et la demande qui déterminent les prix. Donc, dès qu'il y a un problème de confiance, c'est-à-dire une petite faille, une mauvaise news, que ce soit législatif ou quoi que ce soit, ça chute. Après, ou alors même l'économie réelle, on va dire à côté, Mmh. ça chute. Et après, dès qu'il y a une célébrité qui dit que ça va, et ben là, ça remonte. Parce qu'en fait, là, on est encore sur quelque chose, enfin, moi, je considère de très jeune. Mais bah, l'idée, c'est que plus tard, ça se stabilise. En tout cas, certaines grandes se stabilisent. Il y a des gens qui disent que le Bitcoin a pour vocation à devenir l'or numérique en tant que réserve de valeur un petit peu. Donc l'or, le cours aussi change en fonction de plein de choses, mais il changera beaucoup moins Mmh. normalement. Voilà. Donc c'est vraiment Ouais, pardon. non, 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 excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais dire, c'est vraiment en fait sur du long terme que ça pourra se stabiliser et du coup que ça aura moins cet aspect, bulle spéculative, selon Bah, toi?
c'est comme ça que moi je le vois en tout cas. Et pour terminer, à côté de l'or numérique que serait le Bitcoin, il y a aussi le pétrole numérique que serait l'Ether. L'Ether, c'est la monnaie de la blockchain Ethereum et qui permet en fait d'être une base pour construire des dApps, des applications décentralisées, decentralized apps, qui composeront le Web3. En fait. Et pourquoi on dit que c'est le pétrole? C'est parce qu'en fait, du coup, pour construire le Web3, on aura besoin de cette blockchain-là. Et donc, c'est un peu comme le pétrole dont on a besoin pour la voiture. Donc, du coup, le côté spéculatif des crypto-monnaies, en tout cas, des grosses, normalement, d'ici quelques temps, ça devrait se stabiliser. Tout simplement parce qu'elles auront un peu résisté depuis un certain temps à pas mal de choses. Après, il y aura toujours plein d'autres crypto-monnaies qui se créent tout le temps. Là, il y en a plus de 20 000. Enfin, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a de nouvelles tous les jours. Ce n'est pas du tout compliqué de créer des crypto-monnaies. Donc, est-ce qu'il y aura encore des spéculations, c'est-à-dire des gens qui croient que ça va monter et qui font un peu du Ponzi, qui ne veulent pas être les derniers? C'est sûr qu'il y en aura toujours. Maintenant, moi, en tout cas, je pense que ça va un peu se réguler. Et après, concernant les NFT, alors les NFT, je le redis, en fait, les NFT, c'est vraiment un numéro de série qui crée l'unicité dans le numérique. Donc, en fait, quand on dit les NFT ne servent qu'à créer une bulle spéculative, déjà, c'est étonnant parce que les NFT, Il y a une en mauvaise fait, compréhension des termes, peut-être. oui, non, mais c'est possible de dire ça. Enfin, les NFT, en fait, c'est vraiment juste une capsule avec un numéro de série unique dans lequel on met ce qu'on veut dedans. Et après, c'est la capsule, si on considère que l'image qu'on a mis sur ce numéro de série dans cette capsule, elle a beaucoup de valeur parce qu'elle a été émise par un tel artiste, lancée par telle collection, qu'elle a telle histoire, etc. Là, c'est effectivement, en fait, sa valeur, c'est l'offre et la demande qui la détermine. Mais en fait, et après, que ça soit spéculatif ou pas, en fait, c'est parce que pour le moment, c'est très jeune, c'est parce que ça vient de sortir. Alors du coup, voilà, on veut toujours être les premiers, on pense que les autres sont moins informés, alors on se dépêche et avec la FOMO, on fait monter les prix. Mais en gros, les NFT ne servent qu'à créer une bulle spéculative. En fait, pour moi, donc bulle spéculative, déjà, comme c'est lié aux crypto-monnaies, j'ai un peu répondu, mais ne servent qu'à créer de la valeur déjà monétaire. Même pas sûr. Enfin, je veux dire, probablement que notre identité numérique sera un NFT dans un wallet. Par exemple, moi, mon passeport français, peut-être un jour, ce sera un NFT dans mon wallet. Et alors là, est-ce qu'il y aura une bulle spéculative? Est-ce que même ça aura une valeur monétaire? Non. Parce que ça ne s'achète pas. Il y a aussi des tokens, donc des jetons, c'est comme ça qu'on appelle les jetons sur la blockchain. Bon, par exemple, un Bitcoin, donc une crypto-monnaie, c'est un jeton, et un NFT, c'est un jeton. La seule différence, c'est que le NFT, il est unique, voilà, et que l'autre, il n'est pas unique, il est interchangeable avec un autre jeton. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc du coup, il y a des NFT, donc des jetons, qui seront liés à un wallet et qui ne pourront jamais être bougés. Ça s'appelle les Soul Bond Tokens, des jetons attachés à son wallet. Voilà. Et du coup, ça n'a pas de valeur monétaire, par exemple, parce que de toute façon, je ne peux pas le transférer. Mais même ce que je peux transférer, je veux dire, si les gens veulent m'acheter, je dis n'importe quoi, mon verre d'eau 100 €, il n'y a pas de souci qu'ils le fassent. Mais je veux dire, en fait, là, on est un peu dans une folie des débuts, pour moi. Mais la vérité, c'est que les choses vont rentrer dans leur ordre et on ne va pas vouloir acheter mon verre d'eau pour 100 €. Voilà, c'est mon avis dessus. Mais j'aimerais bien avoir vos avis aussi dans le chat. Si vous pensez que vraiment ça ne sert à rien, je veux bien vos retours. Super. Merci pour cette explication et sur ton avis aussi. C'est hyper intéressant de les partager. Et d'ailleurs, je pense qu'on posera sûrement certaines questions à nos autres speakers lors des prochains webinaires pour aussi avoir l'aperçu de tout le monde et voir si vous êtes tous en ligne. Mais c'est hyper intéressant d'avoir ton retour. Donc, merci pour cette question. Un autre sujet très, 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 très actuel. Alors peut-être, je lis juste la question pour voir si c'est toujours en lien peut-être avec la question d'avant. Pierre nous dit: «On pourrait imaginer un monde où des NFT soient donnés ou échangés à terme et non pas nécessairement revendus à des prix astronomiques ou bien utilisés comme un argument de com. J'ai l'impression que c'est juste une manière différente de voir la data et de l'implémenter dans la vie réelle». Bah oui, Et
à Et fait. Angélique, complètement en phase avec toi, Camille. Donc, voilà les retours sur ta question. Et donc, oui, pour parler un petit peu de sujets qui peuvent fâcher certains aussi, toujours dans les recherches utilisateurs que l'on a pu faire, il y avait un grand sujet quand même qui était aussi l'impact écologique que va avoir cette transition numérique, l'apparition du Web3. Et donc on nous a posé aussi beaucoup de questions sur ça, sachant que du coup la directive plutôt actuelle du numérique, c'est un numérique responsable. Est-ce que c'est pas contradictoire d'allier numérique responsable et apparition du Web 3? Est-ce que tu es un peu renseigné sur ce sujet-là? Est-ce que tu peux nous partager ton avis sur l'impact du Web 3 sur la responsabilité numérique? Yes. Je vais faire ce que je peux avec mes connaissances, hein. Bien sûr, encore une fois, c'est ton avis, c'est aussi le but, c'est des échanges. Donc, pareil, dans le chat, n'hésitez pas à rebondir aussi si vous avez un avis sur le sujet. On serait ravis de le connaître. Yes, avec plaisir. Alors, moi, je pense, comme beaucoup d'acteurs aussi du Web3, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème écologique. Voilà, il y a pas, c'est pas le fait de dire il n'y a rien, on y va comme ça. Il y a un problème écologique. Maintenant, il faut regarder comment l'innovation peut aider au problème écologique aussi, déjà. Je veux dire, quand il y a un problème écologique, on pourrait être tenté même de se dire on fait rien. D'ailleurs, enfin, je vais dire des trucs extrêmes, mais si on voulait résoudre des problèmes écologiques, on devrait détruire la moitié de la planète, en fait, déjà, premièrement. Donc, la question, c'est comment mettre l'innovation dans un contexte de crise écologique, déjà. Pour moi, parce que c'est aussi quelque chose voilà, que j'ai en conviction, il faut continuer d'innover, de penser plus loin en ayant conscience de l'écologie. Déjà, c'est une première chose. Et je pense que c'est tout à fait le cas du Web3. Et de toute façon, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, on est obligé de prendre conscience de ça. Mais déjà, même philosophiquement, il faut voir ça déjà. Juste, est-ce qu'on arrête d'innover juste parce qu'on est en contexte écologique? Première chose. Ensuite, deuxième chose, alors oui, la blockchain, ça pollue. La blockchain, c'est pas zéro de bilan carbone. Pourquoi? Si j'explique simplement, parce que pour faire entrer une nouvelle donnée dans cette base de données, il y a ce qu'on appelle du minage, c'est-à-dire en gros de l'électricité dépensée pour valider qu'un nouveau bloc peut bien rentrer dans ce registre, puisqu'après, il ne pourra plus jamais être modifié. Donc en gros, là, on parle de consommation électrique très importante. Il y a des blockchains qui consomment plus que d'autres, si je fais simple. Vous avez sûrement entendu parler des consensus Proof of Work, preuve de travail, qui est utilisé par Bitcoin, par exemple, et vous avez entendu parler du Proof of Stake, preuve d'enjeu, utilisé par Ethereum. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails de tout ça, mais il y a différents consensus, donc différentes façons de vérifier en fait l'entrée d'une nouvelle donnée dans cette base de données, et qui sont plus ou moins consommatrices d'énergie. Il faut savoir que Ethereum, donc c'est la blockchain qui sera probablement le pétrole du numérique, le pétrole du Web3 en tout cas, est passé du Proof of Work, qui était très consommateur, au Proof of Stake, qui l'est beaucoup moins. Alors, je n'ai pas les données exactes, mais enfin, je crois que, en tout cas, je ne dis pas de bêtises si c'est au moins 50 fois moins polluant, mais voire beaucoup plus. Et alors, pourquoi? Alors, du coup, moi, je trouve que c'est parfaitement, c'est à l'image, en fait, du Web3 en général et de la plupart des blockchains. Enfin, là où on va, en fait, c'est dans la réduction, de toute façon, de l'énergie consommée pour le minage. Pourquoi? Déjà, tout simplement parce qu'en fait, ça correspond aux seuls frais qu'on a. Parce qu'utiliser la blockchain, c'est des frais, parce qu'il faut rémunérer justement ces mineurs qui utilisent l'énergie pour valider une nouvelle entrée. Du coup, si les seuls frais, c'est l'énergie, on a tous intérêt à ce qu'on utilise le moins d'énergie possible, pour payer le moins possible. Personne n'est fan de payer des frais, en fait. Donc là-dessus, il y a vraiment, à la fois la philosophie du futur, c'est pas d'utiliser beaucoup d'énergie, mais à la fois, on est aussi contraint par Contrainte ça. économique. Tout comme l'industrie, enfin un peu comme l'industrie automobile qui est obligée de passer à l'électrique, un peu la même chose.
nous, on est obligé de réduire. Voilà, ça c'est la première chose. Et aussi, il y a une troisième chose, c'est que ça pollue, mais l'électricité, ça se garde pas très bien, se conserve pas très bien. Donc, par exemple, si l'électricité est produite en Islande et qu'après on l'utilise en France, ça met du temps. Il y a beaucoup de transports aussi qui, eux aussi, demandent de l'énergie. Et du coup, comment dire, c'est plus simple d'utiliser l'énergie pour la blockchain parce qu'en fait, vu que là, on parle d'utilisation directe, ça peut se faire n'importe où dans le monde. Et donc, les mineurs de blockchain, maintenant, s'établissent juste à côté des sources de production d'énergie. D'accord. Par exemple, ils vont en Islande, ils vont dans des endroits comme ça, au Canada, et ils l'utilisent principalement quand l'énergie coûte moins cher. Et quand est-ce qu'elle coûte moins cher? Parce qu'on a dit, c'est une question de frais, encore une fois. Quand est-ce qu'elle coûte moins cher? Elle coûte moins cher quand elle est en surplus. Parce que parfois, ça arrive que la demande n'est pas assez grande. Et donc là, typiquement, la blockchain peut le prendre. Donc en fait, il y a des... Et de toute façon, c'est de l'énergie qui n'aurait pas pu être distribuée ailleurs. Donc en fait, il y a des moments où aussi la blockchain utilise de l'énergie, certes, mais c'est de l'énergie qui, de toute façon, n'aurait pas été utilisée. Donc c'est pas non plus, ça n'empiète pas forcément sur ça. Ça n'augmente pas, on va dire, la production d'électricité tant que ça, il faudrait regarder. Ensuite, quatrième argument, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Là, on parle, souvent on dit les crypto-monnaies sont un désastre écologique, mais les crypto-monnaies, si on compare au système bancaire en général, à Visa, à toutes les banques, en fait, il faudrait vraiment comparer en termes d'immeubles, en termes de transport des employés, en termes de plein de choses, en fait, en termes de production des cartes, les DAB, les distributeurs automatiques. Enfin, en fait, il y a énormément. Il faut comparer ce qui est comparable déjà et arrêter de dire que juste parce que ça existe et que c'est nouveau, en fait. Là, Ouais, pour moi, c'est ça on a aussi, tout c'est qu'on n'a pas contrôlé. assez de recul pour pouvoir peut-être Ouais, comparer. en fait, c'est ça, c'est que on dit ah mais c'est un désastre écologique, mais c'est quand même un système, un système économique en soi. Donc, si on compare vraiment, c'est peut-être pas tant que ça. Après, le problème, c'est qu'effectivement, de toute façon, les crypto-monnaies n'ont pas pour ambition moi en tout cas, je pense, de remplacer complètement le système bancaire traditionnel. Donc, c'est ça le truc, c'est que ça s'ajouterait en fait Mmh. à ce qui est déjà fait. Après, ça peut aussi réduire en partie l'autre côté. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et moi, je pense qu'il faut regarder l'innovation aussi comme, ça c'est mon cinquième point, comme une façon aussi de voir comment est-ce que ça peut aider Ouais. à la transition énergétique. Alors via les NFT par exemple. C'est un ami qui m'avait dit, mais attends, mais moi, par exemple, je fais la collection de baskets. Si au final, j'éprouve autant de plaisir à faire une collection de baskets en NFT, voilà, que j'exposerai dans ma chambre virtuelle ou juste que je vais aller voir de temps en temps, eh bien au final, est-ce que ce ne sera pas beaucoup plus écologique que d'aller acheter des baskets voilà, qui de toute façon ont été produits, transportés en termes d'écologie. Bon, c'est un sujet super complexe et il y a plein d'articles top dessus, donc je pourrais vous envoyer des ressources. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Totalement. Merci pour ton avis. En plus, j'ai pas choisi les questions les plus, j'ai choisi expressément des questions très touchy aussi parce que c'est important aussi de voir, toutes les facettes du web 3. On va arriver vers la fin de ce webinaire, donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les mettre, dès maintenant dans le chat avant qu'on passe, à la dernière partie avec Camille. Dans tous les cas, tout ce que vous nous avez partagé, je vois aussi que vous êtes plusieurs à partager des ressources ou votre avis. On le récapitulera aussi dans un mail. Donc merci de participer avec vos ressources à ce festival. Pour terminer, juste une dernière question, Camille, pour toi. Finalement, toi qui du coup te renseignes et ta culture au Web3 depuis 1 an et demi à peu près de ce que tu nous as partagé tout à l'heure, est-ce que tu as des conseils ou des ressources, donc tu vas nous partager les ressources à l'écrit, mais peut-être tu peux nous en partager un petit peu à l'oral, des conseils à donner à quelqu'un qui est
vraiment nouveau sur le sujet, mais qui voilà se dit que après ton webinaire, il a envie d'en savoir plus. Alors il y a la formation Lyon qui pourra faire bien évidemment, mais aussi peut-être des ressources avant, des ressources qui sont accessibles. C'est ça surtout le terme. Est-ce que tu as des conseils à partager à notre audience? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être en grande partie formée par mes collègues développeurs et fans de ces sujets-là. Mais je suis aussi très consommatrice de contenu. Du coup, bah, pour débuter, voilà, au niveau débutant, pour moi, il y a Asher, pour ceux qui ne connaissaient pas, qui est très cryptoactif, mais voilà, donc crypto-monnaie et NFT, Web3, il est vraiment super dans la pédagogie. C'est des petites vidéos sur YouTube. Il y a sinon plus centré NFT, les podcasts NFT Morning, par exemple, ou NFT Business. Et sinon, en termes de newsletter, articles, voilà, enfin, vraiment, je vais donner la base Cryptost, Journal du Coin. Il y a quoi aussi? Il y a The Big Whale, qui est vraiment super. Mais bon, ouais, super, merci de mettre les liens. Voilà. Et moi, j'ai lancé une newsletter aussi il y a quelques temps. Bon, là, elle est en pause depuis quelques mois, mais qui reprenait justement ces concepts hyper simplifiés. Je vous enverrai aussi le lien. Voilà, bon, vraiment, niveau de base, j'avoue que je n'ai pas trouvé énormément de contenu, mais il doit y en avoir plus que ça, voilà, pour débuter. Et après, pour aller un peu plus loin, il y a le podcast Bankless en anglais, pour ceux qui connaissent. Il y a aussi Rect News, mais là, ça parle vraiment, si vous voulez aller vraiment plus loin. Voilà, et sinon, moi, ce que je vous propose aussi, c'est d'aller à des événements Web3. Alors, si vous êtes à Paris, c'est encore plus simple parce qu'il y en a vraiment tout le temps. Si vous allez sur Meetup, vous tapez Web3, crypto, il y a vraiment plein de trucs. C'est pas possible d'avoir une semaine sans événement lié à ça. Et c'est des communautés encore super ouvertes. On prend un verre et on discute. Et il y a tout. Il y a des sachants, des tout nouveaux. Donc voilà, allez sur Meetup. Et il y a aussi la NFT Factory qui vient de lancer, qui vient d'ouvrir ses locaux là, qui sera accessible à partir de samedi à Paris. Voilà, c'est une association qui a pour but de développer l'écosystème NFT en France, notamment autour de l'art, mais pas que. Voilà. Super. Bah, merci à toi pour toutes ces ressources. Dans tous les cas, on vous donnera, on vous partagera dans le mail récap toutes ces informations. Et surtout, n'hésitez pas voilà, à utiliser les ressources que Camille vous a partagées. Dès demain, nous avons un prochain webinaire. Je vous ai mis le lien du Meetup, justement, dont parlait Camille également. Donc, il y a le Meetup de Lyon, de notre école, mais il y a également d'autres Meetups qui sont autour des sujets du Web3, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Le nôtre, vous pouvez faire partie de la communauté pour être au courant de tous les événements à venir de Lyon. Et donc notamment de ce festival. Si vous n'êtes pas encore inscrit aux autres webinaires, n'hésitez pas à vous inscrire pardon, dès maintenant. On a encore 4 rendez-vous, si je ne m'abuse, d'ici la semaine prochaine sur d'autres thématiques, enfin sur d'autres problématiques, on va dire, liées au Web3. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et si jamais vous souhaitez voilà, un petit peu plonger en profondeur et mettre vraiment les mains dedans, au-delà du webinaire et aller encore plus loin, n'hésitez pas à soit nous envoyer un message, soit je vous ai mis le lien de la brochure pour le programme Web3 qui est aussi finançable par le CPF. Vous avez 4 sessions pour rentrer vraiment dans le concret et le vif du sujet. En tout cas, merci à tous. Vous avez été très vifs dans le chat. On a été ravis de pouvoir avoir les débats, vos réactions en direct. Et surtout, bah, merci, un énorme merci à Camille d'avoir accepté de partager son expérience, son avis sur la thématique du Web3. Et on espère la revoir bientôt, peut-être sur d'autres thématiques chez Lyon. Merci à tous et puis on se retrouve très vite pour la suite du festival. Merci, à Merci. bientôt. Merci Zoé, à bientôt. Au revoir.